Coucou à tous. Aujourd'hui, je vais entamer une petite série dont je suis super fière et super contente. C'est une petite série lecture. Donc, je vais commencer avec cet ouvrage-là, Quand nous étions des hommes, de Michael Hirsch. Je fais une petite intro un petit peu pour expliquer. Attendez, je vais en mettre un peu plus droit. Ouais, mieux. C'est quelqu'un, donc c'est un auteur parisien, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans en librairie sur Paris. Et voilà, il me donne la permission de faire des lectures de ses ouvrages. Donc vraiment, merci encore Michael, je suis super contente. Et puis comme ça, je promotionne un petit peu parce que c'est vraiment un auteur que j'affectionne aussi. Au-delà d'être mon ancien collègue que j'aimais beaucoup et avec qui j'ai beaucoup ri. On a vraiment passé des super bons moments. Donc voilà, c'est aux éditions, quand il est sorti, c'était aux éditions Intervalle. Ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là, je vous en dirai certainement plusieurs. Alors, il y a des petits passages, comme il est un peu cru, des fois il y a des mots que je serai obligée de sauter, ça ne m'empêchera pas de comprendre la phrase. Voilà, pour YouTube, pour ne pas me faire supprimer la vidéo. Donc je vais vous lire des petits passages. Non, je vais garder ça dedans. Ça, c'est du marque-page. Bon, je collectionne. Alors, je vais regarder la minuterie pour noter l'intro. Je vais pas forcément le faire en chuchotement. Ça peut faire partie de l'ASMR, mais voilà, je vais le faire à voix basse, à voix douce, posée. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, même si vous n'aimez pas, toutes les critiques peuvent être constructives. Il y en a, bon, des fois c'est pas très constructif les commentaires des fois, mais voilà. Donc voilà, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à liker la vidéo, pour montrer votre soutien, que ce soit à l'auteur ou à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour les autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas à commenter, et puis je modifierai un petit peu la description du coup pour ces vidéos-là, aussi, comme c'est pas les mêmes que les guidances et les autres. Zou de 40. Donc c'est parti. Donc quand nous étions des ombres. Tout ce qui m'a toujours paru familier m'est devenu étranger. Je ne reconnais plus rien, et comme ce sentiment d'éloignement me gagne peu à peu, je me désintéresse du monde et des objets qu'il contient. Les palmes qui bordent la villa sont devenues de grands mobiles à la géométrie chaotique. Mes déplacements n'ont plus rien de fonctionnel. J'effectue des rondes, traversant les pièces en enfilade dans un ordre immuable, si bien que mon passage répété au milieu des feuilles amenées par le vent dessine un chemin que je suis sans même réfléchir. Je circule sans relâche. Comme Archimède avant de mourir, je trace des cercles concentriques que nul pourtant ne viendra déranger. Parfois, je tombe sur un oiseau multicolore qui, une fois entré par la fenêtre ouverte, n'a pu trouver le moyen de ressortir et s'est brisé la nuque en percutant la vitre. C'est un colibri féerique jailli de la moiteur, comme l'éclaireur inquiétant de bois enchantés. Déjà, des fourmis grosses comme le doigt se chargent de sa dépouille. Bientôt, la forêt marchera sur moi et engloutira tout, comme il n'y a nulle forteresse où s'abriter, mais seulement des murs de briques et des baies vitrées. J'avance au milieu des gravats et des liasses de papier qui jonchent le carrelage, délimitant des zones. J'ai cessé maintenant de compter les couchers de soleil qui viennent mettre un terme provisoire à mes divagations. L'obscurité vient subitement. Alors, j'attends l'aube et marchande avec la nuit, mais ne rêve jamais de rien. Si dormir, c'est se distraire du monde, je n'en ai plus besoin. Des faux plafonds éventrés pendent des fils électriques et des lianes, tout un imbroglio de cuivre et de chlorophylle qui tient autant de l'accouplement que du corps à corps. J'ignore si la nature a entrepris d'éliminer son rival ou si elle a finalement choisi de s'y associer. De loin en loin, j'aperçois quelques Indiens miskitos
qui rôdent aux abords de la clairière. Des enfants pour la plupart, portant des t-shirts trop grands. Les adolescents, quant à eux, franchissent parfois crânement la lisière et s'aventurent de quelques mètres sur la pelouse ensauvagée avant de partir à reculons. On a dû leur dire que j'étais un démon, un fantôme, ou quelque chose comme ça. Nani, espiritu. Périodiquement, leurs parents me déposent des offrandes dont je me nourris, viande de brousse et pâtes de maïs cuites à l'étouffée dans des feuilles de bananier. Pour eux, je suis un lassa blanc, un esprit malin dont il ne faut pas croiser l'ombre sous peine de maladie et qu'il faut respecter, Swinta, peut-être, le grand maître des cerfs, car ceux-ci trouvent refuge dans le jardin en friche. En dehors de ces fidèles distants et craintifs, je ne reçois aucune visite. Les animaux, quant à eux, n'ont plus peur de moi depuis longtemps. Je fais maintenant partie du décor. Si je suis une légende pour les enfants turbulents, une âme chassée de Purayapti, dans une pirogue poussée par des crapauds buffles, un croque-mitaine tranquille dont la silhouette suffit à effrayer les plus téméraires, c'est qu'on boit du manioc fermenté pour se donner du courage et pour raconter le soir, à la veillée, les étranges déambulations de l'homme blanc qui n'est pas un homme. J'accepte volontiers d'être une divinité païenne plutôt qu'un vil gringo. N'ayant pour ma part qu'une connaissance limitée du panthéon miskito, je préfère voir dans ma déchéance une épreuve semblable à celle des premiers siècles, quand les psychotiques et les inadaptés du monde byzantin pouvaient encore partir au désert et devenir des saints au nom baroque, Alib ou Siméon, dont le calendrier, faute de jours surnuméraires et par inflation de martyrs, n'a pu garder la trace. Aujourd'hui, on les enfermerait tous. L'immense maison en ruine n'est plus la superbe hacienda que j'ai découverte à mon arrivée au Honduras. Abandonnée depuis des mois, elle ressemble à présent au palais d'un dictateur africain après sa mise à sac. On a chassé du pouvoir le tyran cannibale, pillé tout ce qui pouvait l'être, déchiré les rideaux et brisé la vaisselle. Le trône est pourtant resté introuvable. Ensuite, il a bien fallu se résoudre à rentrer chez soi. C'est ainsi que s'épuisent les révolutions populaires. Le jour s'achevait et la fièvre était retombée. Il n'y avait pas d'or finalement, pas de justice et pas de larmes, rien que de la rage. Seulement, je n'avais nulle part où aller. Le cœur au bord des lèvres et mon livre à finir. J'ai donc pris la décision de rester, même si je marche à présent sur les pages. J'ai longtemps cru que la véritable œuvre d'art devait être le fruit du détachement absolu, que l'absence d'amour, d'enfants, d'amis, de parents, bref, que la suppression du regard de l'être aimé sur son travail et sa personne permettait enfin la vérité pure, à l'honnêteté sans faille de se frayer un chemin dans l'épaisseur des compromissions et de l'hypocrisie. J'ai pourtant le regret de constater aujourd'hui à quel point cette idée est fausse. Dans le dénuement extrême où je me trouve, avec pour seule distraction l'attente de cette parole nue et sans phare que j'ai longtemps divinisée, ne n'est finalement rien d'autre qu'un empilement de détails sordides, sans transcendance, ni mystique, ni beauté. La solitude n'a rien d'une épiphanie. Bien que je m'en défende, j'ai sans doute choisi les voies menant à cette situation que je croyais idéale. Au moment précis où les circonstances rejoignent enfin le secret objet du désir, alors que l'œuvre tant espérée devient possible, je comprends mon erreur et contemple le vide qui m'attend. La pureté est une illusion obsessionnelle qui mène aux fausses communes. J'étais persuadée que la compagnie des hommes m'empêchait de vivre, que leur présence continuelle étouffait ma véritable nature. Je ne parle pas ici de la foule anonyme ou de la famille, mais bien de cette propension que j'ai toujours eue à me dissimuler dans l'ombre d'un autre, à devenir son double pour mieux me sentir exister. Ce mal incontrôlable que je tenais pour un vice était en réalité ce qui me tenait debout. Alors que le monde matériel reflue dans un brouillard vert de plus en plus dense, où l'infinie variété de nuances et les plus régulières forment un camailleux en voie de dissolution, il semblerait qu'il faille,
de manière inversement proportionnelle, et c'est bien là ma punition, que je me souvienne de tout. À mesure que la réalité extérieure se défait et perd tout son sens, je suis au contraire gagnée par une forme douloureuse d'hypermnésie. C'est peut-être la racine de l'ancienne parole, entre guillemets, qu'invoquèrent les Mayas avant de sombrer dans le néant, de sorte que tout ce que j'ai entendu au cours de mon existence peut être maintenant répété avec les mêmes mots. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'éraille. Je gagnais ma vie en racontant celle des autres. Quand bien même l'idée de gain serait totalement illusoire, j'avais le sentiment, non de défier le temps ou de m'enrichir, mais bien de remporter une victoire. Je voulais défaire l'adversité à la loyale et en combat singulier. Je m'oubliais, laissant derrière moi les habitudes, les vieilles rengaines 1000 fois fredonnées. Une fois passées les premières décennies, tout ce qui constitue sa propre personnalité finit par lasser prodigieusement. Je m'étais beaucoup ennuyée en ma propre compagnie, traînant un corps usé dont personne ne voulait plus et une conscience d'occasion. Lorsque l'accablement s'installe, on cesse d'être un objet de désir pour qui que ce soit, ne comprenant pas que l'un est, en réalité, la conséquence de l'autre. J'ai longtemps vécu en purgeant ce que je croyais être une double peine. J'avais écrit dans ma jeunesse un roman idiot, dont le succès inattendu m'avait rapporté un petit pécule vite dilapidé et une notoriété déclinante. Il serait présomptueux d'imaginer que l'on parlait encore de moi 5 ans après les faits, sinon dans des cercles obscurs et radicaux où les propos que j'avais tenus par désœuvrement, ambition et goût de la provocation faisaient encore quelques émules. Ce livre unique et parfois qualifié de culte, entre guillemets, comme certains films de série Z, était le fruit d'un malentendu qui me collait à la peau et dont je devais longtemps assumer les conséquences néfastes. Une poignée d'admirateurs certainement boutonneux et que j'imaginais les ongles peints en noir et les yeux cernés de colle prêchaient sur les réseaux sociaux ce qu'ils croyaient être ma bonne parole, m'imaginant au bras d'une stripteaseuse à la Barbade ou recluse et armée dans les grottes de Tora Bora. D'aucuns croyaient m'avoir vue dans une fête de hipsters new-yorkais, tandis que d'autres me disaient mort dans un attentat commis à Islamabad, mon unique chef-d'œuvre ayant traité pêle-mêle de prostitution et de terrorisme religieux. Je ne veux pas laisser croire que mon attitude ait eu la moindre incidence sur le cours des choses ou sur la vie des foules. Je connaissais par cœur le pseudonyme des 4 adolescents qui citaient mon nom dans leurs échanges, et dois bien avouer que je lisais leurs commentaires avec avidité, afin d'oublier la nullité crasse de mon existence, n'intervenant jamais, jouant l'absence éblouissante plutôt que la banale proximité, comme me l'avaient appris certaines stars de la pop. J'étais un voyeur émoustillé par sa propre insignifiance. Il est indispensable de croire que les artistes sont inaccessibles par nature, comme ces peuplades du Kafiristan qui prirent les Britanniques aux cheveux roux pour des dieux. Un simple signe d'humanité, une goutte de sang, et c'est l'empire tout entier qui s'écroule. Je paradais en silence, fort de mon armée microscopique, et végétais dans l'ombre. On se demandait pourquoi mon œuvre impérissable n'avait pas connu de suite, et j'étais bien incapable de révéler la triste vérité. Le piédestal sur lequel j'étais monté de mon propre chef avait été violemment retiré, comme le tabouret sous les pieds d'un pendu. On l'avait offert aussi sec à un autre, plus jeune, plus beau et plus digne d'admiration, qui avait fait long feu à son tour. Cette chute soudaine m'avait ramené à ma propre condition d'égaré. J'avais rencontré Chiara au sommet de mon éphémère célébrité. Manifestement ravie de ne pas avoir eu à supporter mes années de misère et d'incubation, elle se réjouissait de prendre le train en marche une fois celui-ci lancé à toute allure. Elle voulait bien se voir en muse, mais pas en sœur de la charité. Comme on spécule sur les marchés à terme, elle croyait avoir investi dans une valeur montante. Je promettais. Mais à l'image de ces plantes hybrides qui ne fleurissent qu'une fois, puis prennent la poussière sur une étagère, j'avais déçu de grandes espérances. Il n'y eut pas de crise spectaculaire,
mais une longue glissade au cours de laquelle, louée soit sa patience et sa pugnacité, elle tenta souvent de m'insuffler l'esprit de compétition qui me faisait tant défaut. Je crois qu'elle refusait d'avouer tout à fait son erreur. Dans l'intervalle, nous avions fait 2 enfants. Progressivement, elle cessa de me présenter comme un artiste pour finir par ne plus me présenter du tout. J'aurais pourtant dû le voir venir. Elle eut une liaison avec le professeur d'aquagym, sans doute pour se rappeler qu'elle pouvait encore plaire, juste le temps de se remettre en selle. J'avoue que la banalité de la situation me fit plus de mal que le reste. Je m'étais toujours crue au-dessus de ce genre d'aléas. On se rêve en pirate, en explorateur, jamais cocufié dans un 3 pièces cuisine. De nouveau dans la course, elle exerça son charme florentin auprès d'un avocat qui l'emmena en Porsche dans le marais Poitevin. Longtemps après, une fois l'amertume digérée, je songeais parfois à des bribes de vacances, des confettis de souvenirs disparates qui me laissaient pantelant de douleur, comprenant que j'avais été heureux sans le savoir, jamais satisfait dans l'instant, jamais tout à fait rassasié. Je découvrais que le bonheur n'est pas un état, mais une aptitude dont j'étais finalement dépourvue. Je ne voyais plus mes enfants que pendant les vacances scolaires, 2 garçons qui n'avaient rien à me dire et ne voulaient surtout pas me ressembler. Comment, d'ailleurs, les en blâmer ? Mon absence de singularité contrastait grandement avec l'image que j'avais eue de moi-même. J'appartenais en fin de compte à cette génération de réactionnaires qui, n'ayant connu les félicités de la Révolution que par oui-dire, ne supportaient ni l'arrogance des femmes, ni la doxa écologiste, ni la prévention médicale, ni la gauche compassionnelle, ni la droite libérale, ni l'Europe sans frontières, ni le respect de la différence. Je voulais toutes les filles sans capote, bouffer de la viande rouge, fumer des havanes, me bourrer la gueule, faire des blagues sur les juifs et pisser sur les ouvriers aussi bien que sur les patrons. J'étais l'un de ces petits blancs que l'abondance économique avait habitués au rôle de prédateurs et que la paupérisation grandissante avait fait chuter du haut de la chaîne alimentaire. Les vrais pauvres avaient cessé de croire au grand soir, tandis que je vivais tous les matins des lendemains de cuite. Il me fallait cohabiter avec les fruits d'un mauvais curetage, des résidus de rêves avortés qui, imparfaitement démembrés, réduits par la vie à d'infâmes rogatons sans queue ni tête, se développent quand même et fusionnent pour devenir des monstres. J'aurais pu, moi aussi, mais pourquoi ? Pardon ? J'aurais pu, moi aussi, grossir les rangs des petits bourgeois déclassés par la crise et qui espéraient plus ou moins consciemment un retour impossible à l'ordre ancien, quand la France était chrétienne, blanche, ordonnée, coloniale, quand les pauvres allaient à l'usine et les employés à la messe, quand le monde était monde. J'aurais pu contribuer au renversement du système corrompu, prenant les 35 heures pour cible comme les congés payés d'alors. J'aurais pu céder au dégoût, à la détestation de soi et à l'ennui de la fausse prospérité. Mais j'étais beaucoup trop lucide à mon propre sujet pour succomber à l'illusion de la révolution nationale. Ceux qui criaient à la décadence de l'Occident étaient tout simplement vieux, et le pourrissement des valeurs auxquelles ils avaient cru ne reflétait que leur propre décrépitude physique et morale. Je me souvenais encore d'un pays où la vie était possible, où j'avais du succès, où j'étais aimée et dans lequel j'étais jeune. Mais je ne confonds pas l'époque et ma propre vieillesse. Le grand âge s'attrape comme la gangrène, par une simple écorchure. Dans un monde où l'évolution de la technique est si brutale qu'elle rend l'expérience rapidement obsolète et la vieillesse par conséquent stérile, la nostalgie de la jeunesse et de la vaillance se double désormais d'un arrachement quotidien au monde qui n'est plus, à la société d'ancien régime dans laquelle toute chose était immuable et donc sans espoir à succéder à une civilisation dans laquelle tout est changeant et donc terrifiant. J'en étais là dans mes réflexions, livrée à moi-même, sans plus de... Oh mince, excusez-moi, vraiment, c'est... J'espère que vous serez indulgents. Je fais une petite parenthèse. Pardon. C'est ma première lecture à voix haute en public. Merci.
J'en étais là de mes réflexions, livrée à moi-même, sans plus de famille ni d'argent, tombée de ma chaise, mais refusant tout de même de pointer un bouc émissaire en dépit du salafisme, des guerres lointaines et des émeutes de banlieue. Ne restait plus qu'à bouffer du sucre, faire du gras, développer un diabète de type 2 et claquer. La combustion de l'âme était pourtant imparfaite. Il restait tout de même quelque chose, un résidu, je ne sais quoi, le désir inextinguible de se faire la belle. Les livres étaient encore d'un grand réconfort, et je m'imaginais souvent marchant dans les couloirs immenses de bibliothèques réelles ou imaginaires, guidé par un bibliothécaire aveugle, mais connaissant par cœur tous les rayonnages. Anthropodes, baroque, champignons, cosmologie, cosmogonie, eucaryotes, généralité, littératures anciennes, orientales et orales, connexes et marginales, métazoaires, protozoaires, romantisme, religions antiques et de salut, renaissance. J'avais déjà noté à quel point les individus se prémunissent contre la réalité. Les enfants trébuchent, pleurent et se relèvent jusqu'à ne plus souffrir de leurs chutes successives. Les émotions doivent être vaincues pour rendre la vie supportable, l'empathie neutralisée comme un cancer qui, autrement, se propagerait et emporterait tout. On n'est plus ému par les actualités et leur lot de catastrophes inconcevables, mais on chiale encore comme un gosse devant un bon feuilleton. Le gros plan se resserre. La musique s'intensifie. Et le fait divers qui nous laissait de marbre alors qu'il touchait à la vie de nos semblables nous bouleverse une fois interprété par une actrice de seconde zone. L'artifice de la fiction triomphe là où la réalité échoue à nous convaincre. Et par fiction, j'entends toute tentative de relater quoi que ce soit. C'est sans doute ce qui m'a sauvée de la déception, de la solitude et du mal de dos. J'avais conservé quelques relations du temps de mon aventure romanesque. Un éditeur que j'avais connu durant des jours meilleurs me proposa d'aider un chanteur de variété à écrire ses mémoires. Je devais l'écouter et parler à sa place de ce qu'il avait vécu, non comme il s'en souvenait, mais mieux encore. Ma tâche constituait à m'insinuer dans la vie d'un homme jusqu'à penser comme lui, à m'infiltrer dans son intimité. Très vite, je découvris que cette relation unilatérale m'offrait un sentiment de pouvoir et me procurait un plaisir que même le sexe ne confère que rarement. Après le chanteur, il m'en fallut un autre, et puis un autre encore. J'étais émerveillée par la pudeur de certains, et triomphais de leur méfiance comme on séduit une jeune fille un peu gauche, secrètement désireuse de se laisser cueillir. Je ne pose pas de questions afin de ne pas obtenir de réponse. Je veux qu'ils se livrent tout entiers, pieds et poings liés, dans leur vérité nue. Et c'est justement parce que je ne leur demande rien qu'ils me donnent tout. Les traumas les plus enfouis, les regrets les plus terribles, les passions inavouables. Il suffit de sentir le moment où s'arrêter, mettre un terme à l'entretien et susciter la frustration afin de rester maître des échanges, exercer une force par le simple silence. Un faux pas, une seconde de trop, et la peur d'en avoir trop dit ébranle la confiance. Il faut toujours rester à l'écoute de ce moment décisif, cette ligne de crête entre deux abysses, une montée progressive suivie d'une chute potentiellement mortelle. Voilà ce qu'est une vie. J'oriente, j'excave des monceaux de douleur et de flegme, des humeurs dégueulasses. Je dégage des voies navigables dans des tas d'immondices, la mémoire. Ce qui me fait jouir, c'est la perle un peu flétrie d'avoir trop séjourné dans les tissus gluants des remords et de la famille, le truc qu'il est impossible de confesser sans s'effondrer totalement, comme un clitoris encapuchonné dans le doute et la peur. La plupart du temps, ces gens sont seuls, bien plus seuls que moi, touchants. Les starlettes du porno, les présentateurs, la chair à canon de la télé-réalité, les gagnants de jeux concours, de télécrochets, les footballeurs déracinés et vendus au poids à des macros en costume, les cuisiniers du petit écran, les grandes vedettes de la chanson, les acteurs, la célébrité. Ces étoiles interchangeables et de faible magnitude brillent d'un pâle éclat au firmament saturé,
jusqu'au jour où, tout le monde étant devenu une star, plus personne ne le sera. Je ne cherche pas à les comprendre de l'extérieur. Je les habite, comme on le ferait d'un vêtement. Je les... C'est chaud, j'espère que ma vidéo va pas être coupée. Je les romps avec le poing, comme une marotte, et les regarde s'agiter au bout de mon bras. Comme une marionnette, quoi. Vous voyez l'image. Après, ils ne veulent plus jamais me voir. Généralement, ils signent le livre à ma place, ne modifient rien, même pas le plus dérangeant. Ne veulent plus en entendre parler. S'ils me croisaient dans la rue, ils prétendraient ne pas me connaître, alors que je les ai serrés dans mes bras, en larmes sur le tapis. Mais je m'en fous, car je suis déjà passée au suivant, et l'infini renouvellement de la nature humaine me comble d'une volupté qu'ils ignorent. À force d'être un autre, j'avais remonté la pente. Toutefois, j'étais devenue dépendant de mon sujet, comme certains ont besoin de leur cachet pour dormir ou chier convenablement. Il me fallait maintenant ma dose d'intimité volée, de confessions abjectes. Je m'étais même fait une réputation chez les vedettes en manque de reconnaissance. On me disait apte à susciter la communion avec les foules. Les plans médias bien rodés par des agences publicitaires passaient maintenant par moi. J'étais souvent la pierre angulaire de comeback annoncé. On me voyait comme un obstétricien, un disciple de Socrate féru de maïeutique, alors que je n'étais ni plus ni moins qu'un paparazzi de l'âme. Adolescent, je m'abritais à l'ombre de garçons solides et charismatiques à qui je servais de rémora. Poisson pilote, symbole alchimique du froid. Ni parasite ni hôte, on tolérait ma présence pour d'obscures raisons qui révèlent tout autant de la biologie primitive que de la psychologie. Je me dissimulais derrière des individus que je portais, en réalité, à bout de bras, dans une forme biblique d'inversion des rôles, comme Saint Christophe avec l'enfant Jésus. Je comprenais désormais que ma vocation nouvelle n'était en fait que le prolongement de cette vieille tendance. J'étais la main invisible qui, à défaut de réguler le capital, canalise les ardeurs et met un terme à l'agitation. Je voyais pourquoi ma tentative romanesque avait été vouée à l'échec. J'avais cru, comme tout le monde, poussé hors de mes propres frontières par l'individualisme forcené, que le bonheur passait nécessairement par l'affirmation de soi, alors que mes meilleurs souvenirs remontaient à l'époque où, justement, je m'étais dissous dans la profondeur d'une personnalité amie. Je conservais précieusement la trace laissée par cette chaleur et retrouvais maintenant, des sensations de confort similaires. Voilà pour la première lecture, chers amis. Désolée pour la gorge. Désolée pour toutes les petites imperfections de cette première lecture. Forcément, c'est comme tout, ça va s'améliorer. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté et suivi jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'épisode 1. Il y aura bien sûr la suite de tout le livre en lecture comme ça. Je changerai peut-être d'endroit et de forme. Je prendrai peut-être le ciel avec les arbres, tout ça, en vous lisant à côté en voix off. C'est possible aussi. Je pense que je vais varier. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à bientôt.